juste là où s'était arrêté la dernière fois, donc on avait déjà ces trois entités. Après, ici, où on avait tout simplement défini l'ID du rôle, le nom du rôle, voilà, donc l'ID du rôle, le nom du rôle. Et il y avait une relation donc many-to-many entre user et rôle. On avait également ici app user, même chose. On avait donc le nom, le prénom, l'email, mot de passe, l'état, app user, les many-to-many entre user et rôle et un one-to-many entre user et produit. Et là, nous avons en fait ici l'entité produit. Et dans l'entité produit, on avait l'ID, le nom, la quantité, ainsi que one-to-many avec user. Voilà. Donc de ce côté, c'est bon. Tout à l'heure maintenant, tout ça. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, donc ce qu'on va faire, c'est que Ibrahim avait intégré ça, donc je vais l'intégrer. Pour aller vite, je vais faire ceci. Donc je copie tout simplement ces entités que je vais répéter ici au niveau des DTO. Voilà, je colle. Par contre, à partir d'ici, voilà. Par contre, à partir d'ici, je vais éliminer tout ce qui est donc accès aux données, c'est-à-dire la couche DAO. Voilà, donc ça c'est enlevé, donc je n'aurai plus besoin de ça, la partie persistance. J'élimine tout ça, c'est à supprimer. Ça également, c'est à supprimer. Et je supprime complètement tout ça. Ok. Et là, je vais en profiter maintenant pour ajouter en fait ici un arrobase. Basculer. Arrobase note nulle. Voilà. Pour le moment, c'est pas grave, on va y revenir. Là également, je fais la même chose, j'enlève ceci. L'import également, je n'aurai plus besoin de la partie Hibernate du JPA. Et je viens ici, tout ça c'est à virer, j'enlève tout. Voilà. Voilà. Parfait. Et tout ça c'est à virer. Mais quand même, je vais toujours ajouter la même chose ici. Donc, je vais dire que pour l'utilisateur doit forcément avoir un nom, il doit avoir un prénom, il doit avoir un mail, il doit également définir un mot de passe et il doit avoir un état. Voilà, tout ça c'est bon. Produit aussi, je fais la même chose. Donc, on élimine tout ça. Voilà. Même chose. Il faut qu'on définisse quelque chose. Alors, là, on efface ceci. Et la partie persistentielle effacée. Voilà. Donc, là, on est bon. Ça, c'est pas utilisé. Donc, il faut faire un refactory. Voilà. Une parenthèse avant de continuer. Il faut que vous installez un plugin. Donc, si je viens ici au niveau de préférences, IntelliJ, préférences, si, file préférences, file, si quelqu'un pourrait partager son écran, pour Windows, si quelqu'un pourrait, attendez, j'arrête, si quelqu'un peut partager son écran. Dylan, tu veux partager comme c'est toi qui dis qu'il n'y en a pas? File. Tu vas au niveau de
Ok, projet structure. Projet structure. Ok. Non, c'est pas ici. Vas-y, quitte. C'est pas là. Je pense que c'est au niveau de Windows. Va au niveau de Windows. Windows. Non, c'est pas ici. Tools. Sous Windows. Non, non, c'est pas au niveau de. Non, c'est pas là. Revue au niveau de file. C'est là-bas. Hein. C'est pour installer juste en fait un plugin quoi. Attends. Oui, setting. Va au niveau de setting. Pour vous, c'est setting. File setting. Voilà, c'est là-bas. Voilà. Voilà. On va chercher plugin. Plugin est là. Après auditor. Clique sur plugin. Voilà. Il y a un outil qu'on appelle Sonar Lint. Sonar, écrit Sonar. Recherche, écrit Sonar. Sonar. Sonar, voilà. Lint, L. Voilà, c'est ça. C'est cet outil-là. C'est le premier. Tu peux cliquer sur installer. Voilà. Bon, c'est pas grave. Tu peux arrêter le partage. Moi, je continue. Très bien. Donc, vous voyez, oui, c'est au niveau de file setting. Hein. Donc, je repartage mon écran. Voilà. Pour moi, c'est préférence, c'est un peu différent. Ok, donc même chose. Donc, je vais chercher plugin, c'est là. Euh, Plugin, je cherche Sonar Lint. Voilà. Voilà. Donc, je clique. Pour moi, c'est déjà installé. Donc, Sonar Lint est déjà installé. Donc, j'ai plus besoin de l'installer. Pour vous, ça va prendre un peu de temps parce que c'est 4,5, 4,8 euros. Si vous l'installez, ça est là. Que fait Sonar Ça, c'est pour la qualité code. C'est-à-dire, quand vous codez, il faut qu'il y ait un validateur pour dire quoi ton code est bien écrit ou pas. On en aura besoin quand même. Vous allez voir quand vous codez. Un exemple, si je viens ici, je clique sur Sonar. Là, il a scanné mon application, il n'a pas vu de problème. Mais dès qu'il voit un problème, il va dire que non, telle chose n'est pas bon, etc. Pour le moment, il dit que no issue found, is current file open. Voilà. Et tous les fichiers que je vais ouvrir, il va tout le temps les scanner et me dire que tel problème ici, c'est pas de qualité, etc. Je vous donne juste en fait un exemple ici. Regardez là, je vais venir ici, je vais simuler un problème. J'ai créé en fait ici une fonction void, ou bien une fonction, oui, void, hein, void, que je vais nommer tout simplement add, n'importe quelle fonction. Hein, donc, et je dis que ça reçoit un paramètre, un int, un exemple val. Voilà. L'idée est de tout simplement faire un calcul sur val. Voilà. Regardez bien ce qu'il me dit ceci. Là. Il me dit qu'ici, add a nescap command, ici, explain why this method is empty. Il me dit qu'en fait, il faut ajouter un commentaire pour dire quoi? Pourquoi cette méthode est vide? Je dis que oui, c'est ça qui est normal. Parce que j'ai créé une méthode qui est vide, pour moi, il n'y a rien du tout. Je dis que non, ce n'est pas vide du tout. Je veux tout simplement dire quoi? Je vais tout simplement dire que il y aura une variable result est égale à val. Bon, je vais écrire n'importe quoi. Fois 2. OK. OK. Vous avez vu qu'il n'y a plus de problème. Mais par contre, il y a un petit problème. Il me dit quoi? Remove ici, this unless assigned to local variable ça. Pourquoi? Parce que je l'ai utilisé, mais je ne l'ai pas, en fait. Je dis, ok, c'est pas grave, je vais maintenant faire un SA. C'est-à-dire, je vais afficher le résultat. Il va me suivre, il ne va pas me laisser. Là, maintenant, il me dit qu'il n'y a pas de problème. Mais, par contre, dans ce type de méthode, l'idéal était d'utiliser les loggers à la place des systèmes.out. C'est ça qu'on appelle la qualité code. C'est-à-dire, Sonar va te dire est-ce que ton code est respecté les normes, oui ou non. Et tant qu'il te signale des issues, dans ce cas, ton code doit être revu. C'est ça qu'on appelle SonarLint. Après, je vais vous montrer également c'est quoi SonarCube et c'est quoi SonarCloud.
Si c'est Sonar Cloud maintenant, on va voir tout ça. Bon, sachez que quand on fait du Java, ça dépasse largement le code tout simplement. On va voir c'est quoi du DevOps, mais en même temps également c'est quoi la qualité code. C'est tout le code qu'on va écrire, on va demander de Sonar, est-ce que réellement le code est bien écrit ou pas. Ok, ça c'est pour vous montrer le truc. Maintenant, pour le moment, comme dans le code, il n'y a rien du tout, Sonar va me dire quoi. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à analyser. Voilà, il me dit que no issues found in this current open files. Voilà, donc il n'y a pas de problème détecté dans ce fichier-là, il ne dit rien. Mais quand vous codez, surtout ça, ça sera très intéressant quand on sera au niveau de service. Parce que dans ce il y aura beaucoup de code. Il va tout le temps nous guider, etc. Et ça, si vous avez l'habitude de coder de cette manière-là, vous aurez un code très clean, ce qu'on appelle le clean code très propre. Voilà. Après, si vous terminez également, vous pouvez utiliser le validateur de SonarCube. SonarCube, maintenant, c'est un serveur qu'on va démarrer. Et quand on démarre SonarCube, lui aussi, on va lui donner tout le code. Il va tout scanner. Ok. Vous pouvez également installer le même plugin également sur Eclipse aussi. Hein. Vous allez voir également Eclipse, il va tout le temps barrer les choses. Ok, donc c'est là on s'était arrêté tout à l'heure avec Ibrahima. Donc l'idée maintenant c'est de gérer ça avec comment encore, les validateurs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vais utiliser déjà ici un autre projet où j'avais déjà intégré toutes ces dépendances-là. Il était même possible, lors de la création du projet, d'intégrer directement les validateurs. Ok. Alors, donc je viens ici au niveau de mon fichier pom.xml qui va beaucoup m'aider. La première des choses à faire déjà, c'est de récupérer, ça j'en aurai besoin, mais c'est juste en fait pour cette partie-là quand même, c'est juste pour la correspondance qu'on appelle tout simplement les DTO. Donc je remonte ici, juste là, je peux fermer ça, je diminue un petit peu cette partie, voilà. Ça c'est MapTruc, ça c'est pour les DTO, c'est-à-dire c'est pour faire la transformation entre entité et DTO ou bien entre DTO et entité, le mappage. Ok, ça c'est bon. Je vais maintenant récupérer comment ça s'appelle encore, le validateur, donc la dépendance qui gère les validateurs. Donc c'est ça pour la validation, c'est cette dépendance-là. Je récupère, je l'ajoute quelque part dans dependencies. Maintenant, de temps en temps, je vais ajouter ça, ça va beaucoup aider aussi pour savoir ce qu'on fait, c'est quoi concrètement. Voilà, donc je vais dire que pour cette section-là, et là, je vais dire quoi pour les validateurs. Voilà. Ça, c'est pour la validation. Et à chaque fois que vous ajoutez quelque chose, n'oubliez surtout pas de cliquer ici pour mettre à jour le fichier pom.xml. Ok, à part ça, ça c'est pour les loggers. On va revenir sur les loggers tout à l'heure. On a vu que tout à l'heure, sur notre cube nous avait dit qu'il ne faut pas utiliser system.out, il faut utiliser les loggers. Mais déjà avec ça, c'est bon, je peux revenir maintenant dans mon code et il a mis à jour le fichier. Je vais revenir ici maintenant pour gérer la validation des données. Et là maintenant, je peux tranquillement faire un alt entrée pour importer la dépendance. Ok, import. Cette fois-ci, il va importer la bonne dépendance. Non, c'est pas celui-là. C'est pas stack, mais c'est validateur. Donc, je peux tout simplement récupérer à partir d'ici. Je suis là. Domaine. Il est là. C'est des Java validator. C'est le bon. Voilà. Et voici le bon. Voilà. C'est bon. Je fais la même chose partout. Yes. Et là aussi. Et là, ne t'inquiète pas, Spring va valider toutes les données que tu vas envoyer au niveau de tes endpoints, ou bien si jamais une application front-end comme Angular, ou bien une application mobile comme Flutter IoT envoie des données, Spring va valider. Si ce n'est pas bon, il va automatiquement rejeter la donnée, il ne va même pas essayer d'insérer. Donc il y a deux niveaux de validation des données. Déjà ici, c'est validation au niveau service, et autre validation ici aussi. Là, on a également dit quoi? Column. On a bien dit ici nullable false. Donc ça ne peut être nul. Même si jamais ça passe et ça ne passera pas au niveau de la base. Mais avant en fait, de soumettre quelque chose à la base de données, il y a déjà des DTO qui vont faire leur contrôle. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la validation des données. Après ça, on revient en fait au niveau des DAO. Et tout à l'heure, en fait, je pense que c'était qui encore? Celui qui
C'était Sedina. Sedina, il faut bien faire la différence entre DTO et DAO. DAO, c'est Data Access Object, ce sont les repositories en fait qu'on a créés ici, pour tout ce qui est accès aux données. Il y a également en fait ici les DAO, les DTO plutôt. Les DTO, ça sert à ça en fait, quoi, ce qu'on est en train de faire là, ça, cette validation. Ok, une fois que ceci est bon, nous allons essayer de faire une petite configuration des exceptions. Voilà. Donc, on va y aller par étapes. On va créer une architecture très robuste, mais très claire. Et si vous avez ça, vous allez pour tout le temps l'utiliser dans vos projets professionnels d'entreprise. OK? Voilà. Donc, ici, nous avons ça. Voilà. Donc, et aussi Spring Boot a mis à votre disposition vraiment une manière de factoriser un petit peu votre code. Regardez bien cette méthode-là qu'on a créée ici, qui s'appelle tout simplement Find by Email. Find App User by Email signifie quoi? Récupérer à partir du mail. Et ça, il va te créer une requête direct. Avant, on écrivait une méthode qui recevait un paramètre avec @params et le name. On ajoutait @query. Mais maintenant, avec ça, ça permet d'aller un peu plus vite en fait, quoi. OK? Find user by email ou bien find app user by email. Mais on va y revenir sur ça quand on va vraiment gérer la partie, surtout Spring Security. On aura besoin de temps en temps d'utiliser cette méthode-là pour récupérer, parce que c'est ça qu'on appelle le principal quand on fait du Spring Security. Alors, si on revient un peu sur les exceptions, bon, je vais utiliser ces fichiers d'exception, hein. Après on va essayer de commenter pour aller vite. Donc, j'avais déjà en fait une architecture ici qui a été assez complète quand même. Donc, je vais gérer les exceptions là. Ok, c'est pas grave, je vais récupérer. Ça, j'en ai pas besoin. Je copie ça. Je viens ici. Je colle. C'est ça qu'on appelle un code technique. Un code technique, on n'a pas besoin de recréer ça. Il suffit tout simplement d'adapter et il va s'adapter à tout. Ok. Paste. Il n'a pas collé apparemment. Donc, ce que je vais faire, je vais alors le récupérer à partir d'ici. src main java comme et exception. Voilà, je récupère. Je colle ici. Parfait, il le voit, c'est bon, voilà. Et je vous explique maintenant c'est quoi ces problèmes-là. Un exemple, ici, si vous le faites, il va vous signaler erreur. Ou encore, si vous essayez d'envoyer des données et vous oubliez ça, il va vous signaler des erreurs comme des 405, etc. Et pour éviter ces erreurs-là avec les codes, il est possible de venir ici et de formaliser tout ça. Alors, c'est quoi cette classe-là qui s'appelle API Exception? Donc, toutes les API qu'on va créer ici au niveau des contrôleurs, à chaque fois qu'on essaie d'envoyer et qu'il y a un problème, on va retourner un message très clair au client, soit Postman, ou bien l'application Angular, ou Flutter, ou React, tout ce que vous voulez. On va également lui envoyer le statut. Est-ce que c'est erreur 400? Est-ce que c'est 400 et 400, erreur 300, etc. Puis on va également lui spécifier la date, locale date. Ça n'est pas une obligation, mais bon, voilà. Donc, on peut l'ajouter. Ça, c'est API Exception. Le deuxième, c'est API Exception Handler. Donc, le handler signifie tout simplement la manipulation. To handle, c'est manipuler. Donc, c'est ici où on va manipuler réellement les exceptions. Via quoi? Via deux classes. Vous avez vu, en fait, il y a une classe nommée ici Request Exception. Donc, toutes les exceptions liées à des requêtes qui sont faites par les clients, on va les manipuler. Mais également, parfois également, il y a toutes les erreurs liées tout simplement à la partie Entity Exception. Alors, donc, je commence par Request Exception. Vous avez vu que c'est très simple. Nous avons Request Exception, qui est erreur tout simplement de requête. Soit on envoie les données, ça ne marche pas, ou bien les données ne sont pas complètes, c'est pas truc. Dans ce cas, on envoie ça. On utilise, on va retourner un objectif request exception. Si on envoie également une requête où on n'a pas vu, ça, c'est pas grave. Donc je peux, comme on a ici, dans ça, je peux
l'enlever. Okay. Ici, ça c'est dans le cas où maintenant on fait une requête dans la base de données et on ne retourne rien du tout. Un exemple, find by ID, et un exemple, si cette méthode-là retourne rien, ça, c'est entity not found exception, c'est une exception. Et imagine-toi maintenant que toi tu dis ça et automatiquement tu veux maintenant l'insérer dans la base ou bien faire une mise à jour de l'autre côté. Dans ce cas, ça ne marchera pas parce que ceci a retourné un objet nul. Ces genres d'exceptions maintenant seront en fait capturés par entity not found exception. Et on n'a rien vu pour pouvoir continuer le traitement. Si vraiment cet objet-là était obligatoire. Donc, nous avons request exception ici, qui est une classe qui étend toujours runtime exception. Runtime exception, vraiment, c'est la classe de base de gestion de toutes les exceptions dans Spring Boot. Nous avons également ici entity not found exception, même chose, qui est en runtime exception. Nous avons également les erreurs d'API, même chose, là, qui sera utilisé pour tout ce qui est exception de. Après, maintenant, il y a ce qu'on appelle la gestion des. Je vais le mettre même en plein écran. La manipulation maintenant. La manipulation se fait grâce à cette annotation qu'on appelle un controller advice. Ça, si vous voulez gérer ces exceptions dans d'autres technologies comme Java J2E, c'est vraiment c'est trop fastidieux, mais Spring Boot a réellement simplifié la chose. Ici, première exception qu'on va gérer, c'est l'exception qui permet tout simplement de manipuler les exceptions de requête. Ne vous inquiétez pas, c'est Spring même qui va récupérer le statut. Regardez bien, on retourne ceci, ça, on va revenir en détail sur les response entity. En fait, le response entity te permet de retourner non seulement le résultat, le body, mais également d'autres éléments supplémentaires, comme un exemple, le statut, c'est-à-dire 404 ou bien 200 ou bien 201, etc. Le 200 signifie que c'est bon, le 200 signifie que c'est créé, dans le cas où on fait une insertion, dans le cas où il y a un problème au niveau serveur, c'est l'erreur 500, etc. Mais l'erreur 500, quand même, vraiment, ça doit être quelque chose de particulier, ça ne doit pas être retourné, parce que c'est vraiment erreur serveur à 100%. On doit pouvoir se personnaliser à 100% l'erreur, la gestion des exceptions. Ensuite, on reçoit un paramètre, bien sûr, cette classe-là, hein, donc request exception E. Puis, en fonction de l'exception qui a été retournée, ici, vous avez vu, en fait, nous avons API exception. Qu'est-ce qu'il va faire? On va en fait manipuler tout dans API exception en lui passant le request exception en créant un objet. Regardez bien ici, dans API exception, on avait dit quoi, ça reçoit ça. Nous avons le constructeur avec argument, le constructeur sans argument. Donc, dans le constructeur avec argument, il va nous demander les messages d'erreur, ils vont demander le statut, mais également ils vont demander le local date. C'est ici qu'on va le manipuler. On instancie la classe, puis on dit quoi? On va lui passer le message, c'est le message que ceci va retourner. On va lui passer le statut également, ça sera automatiquement récupéré. On va lui passer également le local date, c'est-à-dire directement à temps réel, quoi, la date. Puis ici, on termine maintenant, regardez bien, on va retourner l'exception. Si on avait seulement mis return API exception, on va mettre return exception. Mais ici, on peut non seulement retourner l'exception en ajoutant encore le statut. Et pourtant, ça a été retourné. C'est ça le response entity. Et c'est vraiment recommandé quand vous créez des API dans Java Spring Boot d'utiliser ces éléments parce que ça permet d'avoir de l'autre côté au niveau de Angular plus d'informations. C'est un exemple. Si moi, au niveau de Angular, j'insère une donnée, au lieu de me baser sur les messages, je peux me baser sur le statut qui a été retourné. Si c'est 400, je sais, et directement, au niveau de Angular, quand vous faites un promise, ou bien vous faites en fait les promises, c'est avec les observables, ou bien tout simplement vous faites un subscribe dans le cas où, donc, c'est c'est les promesses, hein, donc, voilà, donc, les promesses avec les N. Si vous récupérez en fait le résultat de Spring Boot, il y a deux choses. Soit vous êtes dans la section où tout se passe bien, ou bien vous êtes tout simplement au niveau de l'exception, c'est-à-dire erreur. Dans erreur, maintenant, vous pouvez en profiter pour récupérer le statut et faire des contrôles, et le code sera un peu plus propre en fait. Donc, ça, quand même, je vous recommande fortement, chaque fois que vous créez des contrôleurs, en tout cas, c'est des API en Spring Boot, d'utiliser des response entités à la place directement des entités simples. De toute façon, on va voir tout de suite comment on utilise au niveau des contrôleurs. L'autre côté maintenant, ce n'est pas une exception de requête, mais c'est un objet qui a été cherché, mais qui n'a pas été trouvé. Même chose, on va retourner l'API exception en lui passant toujours le message que Spring va retourner.
Et il est même possible de formater ce résultat-là en mettant un message d'erreur fixe ici, en disant quoi, l'objet n'a pas été trouvé. Mais on va voir tout de suite comment on peut formater ça. Et là aussi, comme ici on sait que c'est objet not found, on peut directement dire quoi, erreur 404 not found, status not found direct. Voilà. Ici, c'est une exception qui peut varier entre les 403, donc 405, donc vraiment des erreurs qu'on ne peut pas truc. Mais si, comme on le sait, on peut fixer ça, comme on peut également fixer le message directement en disant qu'objet not found. Après ça, il y a number, ça c'est dans le cas où peut-être vous gérez des données, où on doit envoyer des chiffres, et malheureusement la personne avait choisi une chaîne de caractères, c'est ce qu'il y aura en fait quelque chose qui sera retourné. Dans ce cas, même chose, on crée l'API exception en lui passant, même chose. Là, c'est le BAT request, c'est normal. Les BAT request, c'est 405, hein, je pense, le code statut. Acheter, voilà. C'est dans le cas où vous faites une requête, ça peut entrer ici, hein, request. Voilà. Voilà. Donc, vous envoyez, mais les données ne sont pas bonnes. Donc, non, non, excusez-moi. Les BAT requests, le plus souvent, c'est lié en général le plus souvent à des problèmes de méthode en général. Ça peut être un exemple, un endpoint, c'est-à-dire les endpoints, c'est juste en fait les URL que vous utilisez pour accéder à une ressource, à un API, ce qu'on appelle les endpoints. Si la méthode c'est get et vous passez post, c'est pas bon. Donc c'est une méthode un appel qui n'est pas bon, donc c'est pas local, même chose. Voilà, même chose. Voilà. Et ici, vous avez vu que même le truc a été fixé, donc the input provide is invalid, ou bien même vous mettez un message en français. Voilà, donc vous avez vu que c'est juste ça la manipulation des exceptions. Vous pouvez maintenant ajouter autant d'exceptions que vous voulez, mais nous, on va se limiter à ces manipulations-là, où nous avons déjà l'API exception qui résume tout ce qu'on veut, puis nous avons maintenant quelques classes supplémentaires qu'on a ajoutées, une classe qui est assez intéressante quand même, parce qu'on va tout le temps l'utiliser, not found, mais également une classe qui résume la plupart des exceptions. Est-ce que jusque-là, vous me suivez par rapport à la gestion des exceptions? Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la gestion des exceptions? Comment est-ce qu'il va le gérer? Non, ça n'a non, non, ça n'a rien à voir. Les rôles arrivés aux utilisateurs et la partie sécurité, ça n'a rien à voir en fait. Quoi. Euh, un exemple de rôle allié aux utilisateurs, ça c'est l'erreur 403 que tu es en train de dire, le code 403. Un exemple, l'utilisateur n'a pas le droit d'accéder à. Mais ça, c'est dans une partie de Spring, c'est Spring Sécurité, quoi. Mais là, on est en train de parler d'exception de manière globale dans toute l'application. Ok, voilà, c'est ça. C'est dans toute l'application, en fait, quoi. Même si tu crées un objet et tu essaies d'envoyer, les données ne sont pas bonnes, on va dire qu'il y a un problème. Et le problème, c'est à ce niveau-là. Tu vois un peu? Ok, c'est ça. Ok, c'est ça. Non, c'est pas ici, c'est là. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'il y avait un projet aussi que j'avais ici où j'avais même en fait ajouté d'autres éléments. Je vous montre quelque chose. Ça peut être un peu plus intéressant quand même. Je joue, parfois en fait, vous pouvez jouer avec, un peu avec les exceptions. Voilà. Ici, Bank Credit, SRC, Main, Java, Bank Credit, Exception. Hand, voilà. Pratiquement, c'est voilà. C'est pratiquement la même chose, mais là où ça peut être intéressant maintenant, c'est au niveau voilà, des théos. Ici, si je prends un exemple de client, je pense qu'ici j'avais fait ajouter quelques autres contrôles.
Voilà. Vous voyez en fait ici, au niveau de notre ligne, vous pouvez paramétrer jusqu'à avoir en fait un message. Un exemple, je peux ajouter ceci là, comme ça, message, en lui disant quoi? Le nom ne doit pas être bien sûr, il y en a un. Et après, vous me répétez tout ça. Maintenant, vous voyez ce message-là que vous avez mis ici. Vous dites à Spring que si jamais en fait il y a un problème ici, là, ce message-là, il faut prendre le message que moi j'ai envoyé et vous les affichez à l'écran pour que la personne puisse savoir réellement c'est quoi le problème. Maintenant, ça, vous prenez le temps, franchement, pour le mettre ici, le nom, le prénom, etc. Bon, c'est pas grave, hein, on peut le tester pour le user, c'est pas méchant. Ici, le prénom, l'email, etc. Voilà. Donc, juste pour vous dire que le développement, c'est pas seulement les crudes, les gars. Ça dépasse largement ça. Voilà, même chose hein, ici, le mot de passe, etc. Quoi, voilà. Donc, là aussi, je peux peut-être. Après, je pourrais simuler un peu quand même. Voilà. Okay. Produit aussi. C'est tout. Je pense que je peux limiter à ça. Voilà, donc ça c'est voilà, donc c'est juste en fait quelques traitements. Donc on a vu comment gérer les exceptions. Alors, pour pouvoir les utiliser, après on va voir comment on gère les logs aussi, hein, parce que tout à l'heure même en fait Sonar, Lynn me disait qu'il faut utiliser les logs, mais on va terminer, on va pas utiliser les logs, mais on peut aller, on peut checker également la partie configuration de l'application aussi, on en aura besoin, mais ça c'est pratiquement pour les logs en fait, donc on va revenir sur ça, ainsi que pour tout ce qui est config de l'application. Voilà. Ok. Par contre, ce fichier-là pouvait beaucoup nous intéresser, surtout comme nous sommes en fait dans un environnement francophone, pour que la partie, tous les messages sources qu'on va utiliser, après on va voir ça ici, donc au niveau de properties là. Voilà. Un exemple, mais ça, on va le voir au niveau des services. Ça, si on l'écrit en français, euh, de temps en temps, il y a des accents aigus, accents graves. Il est possible de dire quoi à Spring Boot? Je veux également que Spring Boot que tu mettes, que si jamais en fait c'est vraiment français, ajoute également vraiment l'encodage avec les UTF-8 en fait. Quoi. Ça, c'est vraiment pour les applications francophones qu'on l'ajoute. Maintenant, c'est quoi les bins en Spring Boot? Ceci veut dire quoi? L'aide de démarrage de l'application, ceci sera automatiquement pris en compte. OK? Et à chaque fois que vous voyez en fait ici il y a des bins, vous allez voir que la classe où se trouvent les bins sera annotée configuration, c'est-à-dire c'est une classe de configuration de l'application Spring Boot et Spring Boot va le prendre à l'intérieur de tout. Donc je pense que les bins, même j'en avais parlé au niveau de la première vidéo quand j'expliquais le passage de Spring à Spring Boot. Okay. Donc ce fichier, on en aura besoin, mais pas pour le moment. Même les autres fichiers, on aura besoin de tout ça, les loggers, donc les converters JWT, Redis, la sync security, tout ça. Mais pour le moment, quand même, on n'en a pas besoin. Alors, on va passer maintenant à la gestion des services. Voilà, ça, la gestion des services. Mais avant les services aussi, il faut qu'on ajoute en fait cette classe-là, ce qu'on appelle les mappings. OK? Donc, ici, quand je reviens ici, c'est quoi le mapping? C'est juste en fait l'effet de transformer AppRole entity en ça. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que soit ces entités-là, on les renomme un peu, on ajoute entity, je pense que c'est plus simple, et ça on laisse ici AppRole, et comme ça, il y aura une petite différence entre les deux. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire une petite modification de ces éléments-là, donc je vais faire un refactor rename, et je vais ajouter à la fin entity. Voilà. Comme ça, on saura qu'il y a une petite différence entre les AppRole
tous les deux ne peuvent pas s'appeler app role parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs en fait. Voilà. Donc je dis que ok, il faut le modifier de l'autre côté aussi. Même chose, celui-là également, je vais modifier refactor rename. Même chose, j'ajoute à la fin ça. Voilà. Je lui demande de le modifier partout. Produit aussi, je l'appelle produit entity, refactor rename. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez des questions. Hein. Parfait. Donc, il y a une petite différence entre les DTO et ça. Il est également possible de laisser app role, app user et d'ajouter ici des DTO. OK? Alors, une fois que ceci est fait maintenant, je vais ajouter en fait ici au niveau de ici un autre package. New package et le package je vais l'appeler mapping. Ou bien bon, je peux m'inspirer de ça, le nom, voilà, c'est mapping, c'est bien ça. C'est le package mapping. Et dans mapping, j'aurai tout simplement tous ces classes auront des mappeurs. Donc, j'aurai donc c'est même une interface, hein, nommée produit mapper. C'est quoi son rôle? Il va tout simplement transformer ici produit entity en produit ou bien produit en produit entity. Il va faire le mapping des Ok, alors, on va créer les autres aussi. Donc, on aura Apple Mapper. Et App User Mapper. Voilà. Parfait. Et vous allez voir que Spring Boot est très intelligent. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Spring Boot nous dit ajoute juste en fait cette annotation @mapper et je vais gérer le reste. Donc, je vais m'inspirer de ça. Il nous demande tout simplement d'ajouter en fait ici @mapper et je vais même en fait pour aller vite, bien sûr. Il y a Mapstring qu'on va utiliser. Tout à l'heure, je l'avais ajouté, mais il faut que je revienne sur ça. Vous avez vu la dépendance? C'est pas grave, on laisse ça, on va y revenir tout de suite. Et là aussi, je m'inspire de ces deux-là, comme ça je pourrais modifier rapidement. Donc, je viens ici et je l'ajoute. Bon. Là. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que je veux que tu passes de app user, surtout TTO, hein, à quoi? À app user entity. Comme ça. Et ça, c'est quoi? Tout app user. C'est-à-dire que on va partir de DTO, tu passes en paramètre l'entité, on va le transformer à app user. Ou bien le contraire. Le contraire, c'est quoi? Tu passes en paramètre le DTO et on va le transformer à app user. Donc là, on va dire quoi? From app user.
Et ça, en fait, je sais pas. Et ça, j'en avais pas parlé dans les cours sur Java J2E lorsqu'on faisait Hibernate. J'en avais pas parlé avec ça, de ces éléments-là. Je pense que j'en avais parlé. On avait même en fait créé des DTO de manière manuelle. Allô, est-ce que vous êtes là? J'en avais pas parlé lorsqu'on faisait Spring, comment encore? Hibernate ou JPA. Avec vous, c'est toujours briève. Rien de détaillé. Même si notre prof vient, il m'a dit que non, non, on avait fait de manière brève, quoi. Non, le prof en a parlé seulement, on a effleuré, quoi. Mais là, ce n'est plus bref, n'est-ce pas? Attends, les étudiants, tu prends ton temps, tu expliques tout, notre prof vient, non, 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 pourtant on l'a fait, hein. Le prof en a seulement parlé un peu, hein. Ok, voilà. Comme vous êtes d'accord que ce n'est plus bref, c'est. En fait, de l'autre côté, c'est vrai, hein. Peut-être que je l'ai dit de manière brève. D'ailleurs, c'est ce que je voulais lancer et vous montrer. Si vous voulez le faire de manière manuelle, comment est-ce que vous allez galérer? Je vous montre un code source ou si vous voulez le faire de manière manuelle, manuelle plutôt, vous allez vraiment passer du temps à vouloir passer de Dito Entity parce que vous créez tout, vous instanciez, vous récupérez, après vous transformez. Spring Boot va vous vraiment faciliter la tâche. Maintenant, en attendant que ceci démarre, je vais récupérer les dépendants dont on aura besoin à partir d'ici. Alors, donc je viens au niveau du fichier pom.xml. Ok, donc dans pom, euh, euh, déjà, Mapstrix, c'est ça en fait qui permet de le faire. Tout à l'heure, je l'avais ajouté, quoi, ça. Maintenant, on va chercher là où, en fait, le Mapstrix est utilisé avec sa version. Vous allez le voir quelque part. Parfois aussi, il faut commenter les dépendances hein, parce qu'on en a tellement besoin que si on cherche, ça risque de prendre du temps. L'embout est là. Voilà, il est là. Voilà, pour les mappings. Voilà, vous avez vu, parfois, moi, je commente les dépendances. Ça me permet, si j'ai d'autres projets et que je veux aller vite, je me repère rapidement, en fait, quoi. Donc, j'ai commenté ça. Je vais récupérer ça plutôt. Je viens ici au niveau de pom.xml. Voilà. Et je l'ajoute ici, dans dependencies. Je valide. Ça, je peux le faire. Par contre, il y a un point version, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Mais n'empêche, il y a également un plugin que je dois récupérer. Je pense que je vais récupérer tout ça. L'embout Mapstrix. Non, 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 non. Il ne va pas intégrer ça. Ça, c'est une configuration à faire de manière manuelle. Il faut le faire. Ouais. Bien, vous travaillez avec aussi la version, une autre version comme 11 ou 17, n'hésitez Mapstrix. N'oubliez pas cette ligne que j'ai ajoutée depuis très longtemps et le plugin. Et dans ce cas, si on revient ici maintenant, on peut importer sans problème. De, voilà, de recharger tout simplement tout ça. Ici, après on va juste modifier quoi. Là aussi. Voilà, je pense que comme c'est bon, je peux maintenant importer. Voilà. Alt entrée, import classe. Et vous allez voir qu'il va importer la bonne classe avec Mapstrix maintenant, c'est bon. Voilà, donc je peux faire la même chose. Ici, Mapstrix. Et là aussi, Mapstrix. Parfait. Je vous montre également si je vois seulement DTO, SRC. Voilà, voici les DTO. Regardez comment c'est facile si vous voulez le faire de manière manuelle. Donc, je viens ici au niveau de App Role DTO. Voilà, vous voyez. C'est à moi de. Non, ça c'est les DTO maintenant. Le mapping maintenant, je l'ai mis dans.
Voilà, donc c'est exactement comme les classes. Maintenant, le mapping, je l'ai mis dans service. Et dans service, voilà, c'est ça. App DTO, implémentation. Oui, donc, euh, et où est-ce que j'avais mis maintenant ce Apple, voilà, Apple implémentation, voilà. Apple DAO, je l'avais mis dans les DAO. Ah, ok, je l'avais ajouté dans les DAO. Si je prends Apple implémentation. Voilà. Donc, ici, j'avais ajouté, regardez comment est-ce qu'on l'a crée. Apple DTO to Apple Entity. C'est tout simplement ce que j'ai mis Apple, from Apple, et, ou bien to Apple. Regardez bien le code. On reçoit un paramètre, en fait, ici un DTO. On instancie l'entity, puis on va faire des setters, set ID, set nom. S'il y a une liste, on va parcourir pour mettre la liste et à la fin, on fait un return de Apple. Ou bien on reçoit un paramètre l'entité, on va le transformer en DTO. Même chose, on instancie le DTO, on fait les setters des valeurs qui viennent de l'entité et à la fin on fait un return. Tout ce travail-là, Spring te dit que ce n'est plus nécessaire. Tout ce que tu as à faire, c'est moi j'utilise en fait un plugin et d'utiliser ça et moi je gère le reste. Vous voyez que je ne vais plus utiliser, mais à chaque fois vous allez voir, j'utilise directement from et tout. Voilà, ici, regardez, Apple DTO, j'ai dit quoi? Apple DTO, tout Apple Entity. C'est-à-dire, j'utilise plus comment encore, les DTO pour insérer, plutôt les entités pour insérer, mais j'utilise les DTO. Mais vous savez que la base de données, lui, il ne comprend que les entités, il ne comprend pas les DTO. Maintenant, quand vous êtes ici au niveau du main, on n'utilise pas les entités, on utilise des DTO. Ainsi, on pourra faire des tests de contrôle, le DTO qu'on instancie maintenant. Et quand vous faites appel à ça et que vous essayez d'insérer toutes ces insertions que vous voyez ici, il va toujours d'abord faire la transformation du DTO vers l'entité. Et ça, c'est pour vraiment faire une séparation des couches. La couche d'accès aux données doit être complètement séparée de la couche, comme encore, de service, quoi, métier. Okay? Voilà. Donc, on revient ici maintenant pour compléter rapidement nos entités. Donc, ici, ce sera tout simplement produit, tout simplement. Produit qui est dans DTO. Et là, ce sera tout produit. Je modifie ici. Voilà, tout produit. Et, voilà. Et ici, ce sera voilà, produit entity. Également, c'est produit entity. Et là, c'est produit. Et là, ce sera aussi produit entity. On va dire quoi comme produit. Donc là, nous allons passer de entité vers produit simple, c'est-à-dire de DTO, ou bien là, on va passer de produit vers produit entité. On fait la même chose maintenant pour le user, enfin, non pour le rôle là. Voilà, donc ici, ce sera app rôle, c'est-à-dire le DTO. Je vais venir utiliser ça donc tout app rôle. Et là, c'est from app rôle. Voilà. Ensuite, app rôle. Apple entity. Voilà. Donc, on a terminé avec les DTO et la manipulation de la transformation, le passage de DTO vers l'entité, ou encore le passage de l'entité à DTO. Voilà. Il faut bien retenir ça. Voilà, donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je pense que je vais l'arrêter. Après, on va redémarrer une nouvelle séquence.